Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Vous m'entendez bien pour ceux qui sont déjà arrivés? Merci. Allez, il reste une petite minute. Je suppose qu'il y a encore plein de personnes qui sont peut-être encore sur la conférence précédente. Alors laissez le temps de finir et d'arriver. Si vous voulez aller vous faire un petit thé ou une petite tisane en attendant, n'hésitez pas. Ardèche olympique. Bonjour, bienvenue. On est voisins alors, sûrement? Parce que je suis d'Ardèche aussi, moi. Je t'entends pas, il y a pas le micro, alors si tu veux, tu peux mettre un message dans le chat. Non, c'est bon, ça marche. Non, je disais, Ah voilà. oui, c'est moi, je suis à Saint-Péray, moi, c'est ça. Ah oui, ben, on n'est pas loin. Je suis, Ouais, pas loin. je suis pas très loin de Tournon-sur-Rhône. D'accord, ouais, ouais, OK. L'Ardèche est représentée. Alors il est l'heure. Je vais juste attendre encore une minute s'il y a des personnes qui étaient, sur l'autre conférence, le temps que tout le monde arrive et puis après je vais commencer. Hello! Bon, on va démarrer doucement. Je vois qu'il est, déjà 12h01 et puis s'il y a des personnes qui nous rejoignent, elles nous prendront en cours de route. Donc, on se retrouve aujourd'hui, pour parler de tout ce qui est les bouts d'âme qui peuvent éventuellement parfois, s'extraire de notre corps à différentes occasions et comment on fait pour les rapatrier, pour, on appelle ça recouvrir l'âme. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà commencer par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Amélie, je suis thérapeute holistique. J'accompagne, des personnes depuis plus de 20 ans maintenant, puisque j'ai commencé, ma carrière en tant que psychologue clinicienne et puis assez rapidement, au bout de quelques années, j'ai réalisé que travailler avec la parole et le mental, ça ne me suffisait pas. C'était trop réducteur par rapport à tout ce qu'il peut y avoir autour de l'être humain. Donc j'ai, commencé à chercher, à aller me former à d'autres outils, thérapeutiques et je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à tout ce qui était sensoriel. Donc j'ai, été piocher dans des outils qui pouvaient nous permettre d'aller, toucher le corps par différents sens.
Donc, j'ai fait de l'olfactothérapie, je fais toujours d'ailleurs, hein. Tout ça, maintenant, ça fait partie de ma pratique thérapeutique. Donc, l'olfactothérapie, c'est accompagner les personnes avec les huiles essentielles. On leur fait respirer des odeurs de plantes. Et puis, la plante agit sur différents niveaux du corps, tous les niveaux. En fait, c'est vraiment une pratique holistique. Après, je suis allée du côté de la sonothérapie. Donc, je me suis formée aussi par les sons. J'ai fait du massage, d'abord ayurvédique et puis de plus en plus intuitif. Je me suis formée à l'énergétique, donc je suis aussi énergéticienne à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai découvert d'autres outils en allant au fur et à mesure. 20 ans d'expérience, vous imaginez bien que j'ai pioché. Et comme je suis très, très assoiffée de connaître, j'aime toujours découvrir, me former, etc. Mais voilà, je vous ai donné, on va dire, les grandes lignes des outils que j'utilise à l'heure d'aujourd'hui, même s'il y en a encore d'autres que je n'ai pas nommés. Alors, qu'est-ce qui m'amène à vous parler de tout ce qui est sortie de corps, âme qui s'échappe, etc. Tout simplement, je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours, puisque ça va étayer mon propos. Donc, en fait, j'étais installée tranquillou dans mon activité de psy. J'avais déjà 2 enfants, 3 et 6 ans, et je suis tombée enceinte sous stérilet, donc complètement imprévu. Ce n'était pas du tout le moment pour moi. Je venais de démarrer mon activité en libéral, donc j'étais à fond dans mon travail. Ce n'était pas le moment d'avoir un 3e enfant à ce moment-là. Ce n'était pas choisi. Mais il est arrivé, c'est comme ça s'est fait. La vie m'a envoyé ce cadeau. Et j'ai décidé de garder ce bébé. J'ai poursuivi ma grossesse. Il est né au mois de juillet. Et 8 jours après sa naissance, il est décédé. Il est décédé dans des circonstances un peu brusques, puisqu'il a commencé à pas aller bien vers 13h. Il est mort à 23h et quelques. Donc, ça s'est fait de manière fulgurante. On a juste eu le temps de l'emmener à l'hôpital. Il a été emmené en hélicoptère dans un hôpital plus grand et plus compétent en la matière. Ils l'ont réanimé 3 fois et à la quatrième arrêt cardiaque, le cœur n'est pas reparti, donc il est décédé. Et cette histoire fait que, vous imaginez bien que voilà, j'avais porté ce bébé pendant un peu plus de 8 mois. J'avais dormi peau à peau, je l'avais allaité pendant 8 jours. Et donc, ça a été une expérience extrêmement violente pour moi de vivre ça. Et pendant que j'attendais dans la salle d'attente de l'hôpital avec mon mari, qu'on attendait des nouvelles de notre bébé, qu'on était vraiment pas bien. Vous imaginez, j'étais dans une angoisse massive. Je tirais mon lait entre-temps dans la salle d'attente. Enfin, c'était vraiment chaotique. Tout d'un coup, alors que j'étais très, très angoissée, que j'avais des palpitations, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, tout d'un coup, plus rien. Le calme absolu, plus un bruit, j'étais plus dans l'hôpital, je ne savais pas où j'étais, mais j'étais bien, j'étais sereine et j'avais plus d'angoisse. C'était vraiment hyper serein, hyper agréable à vivre. Et dans cet espace où je ne savais pas, parce que moi, je n'avais pas cette ouverture à toutes ces choses spirituelles à l'époque, c'était il y a 16 ans, eh bien, j'entends une voix qui me dit « Tout va très bien se passer ». Donc, je reste dans cet état, je ne sais pas pendant combien de temps. Mon mari, qui était à côté de moi, me dit qu'il pense que ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Mais pour moi, c'était en dehors de l'espace et du temps, donc je ne peux pas nommer combien de temps ça a duré. Mais le fait est que un bruit brusque dans l'hôpital m'a ramenée dans mon état de conscience ordinaire. Je dormais pas, bien sûr, hein, parce que je me suis posé la question si j'avais rêvé tout ça, mais non, j'avais les yeux ouverts et je dormais pas, apparemment. Et donc, je reviens brusquement dans l'état de conscience ordinaire, sauf que je reviens sereine. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état d'angoisse comme ça, aussi intense, quand vous vous endormez, par exemple, au moment où vous vous réveillez, vous avez le palpitant qui revient tout de suite, vous êtes à nouveau dans la peur, dans qu'est-ce qui se passe, on en est où, etc. Enfin, vous voyez. Et là, moi, ça ne m'a pas fait ça. Je suis revenue et j'étais sereine, j'étais bien, j'étais confiante et je disais à mon mari, je sais que tout va bien se passer, tout va bien se terminer, ça va aller. Sauf que moi, j'avais interprété le tout va bien se passer comme si on m'avait dit, il va s'en sortir. Et là, quelques minutes plus tard, on vient nous annoncer le décès. Donc là, ça a été évidemment apocalyptique pour moi, très violent, tout ce que vous imaginez. Et en fait, à ce moment-là, j'étais comme dissociée, c'est-à-dire qu'il y avait une part de moi, de la mère incarnée, charnelle, qui était dans une souffrance, qui pleurait, criait tout ce qu'on veut, l'horreur de ce qu'elle venait de vivre. Et puis, il y avait une autre part de moi, la part, je dirais, plus éthérée, mon âme, qui, elle,
comprenait ce qui se passait, avait déjà des réponses de pourquoi ça lui arrivait. Et pendant les jours qui ont suivi, j'ai continué comme ça d'avoir des canalisations où tous les messages descendaient. On m'expliquait pourquoi il était venu dans ma vie, qu'est-ce qui se passait pour moi, qu'est-ce que ça allait m'apporter. Et donc, j'avais cette scission entre la part de moi incarnée qui souffrait le martyre et qui émotionnellement et dans son corps souffrait, et la part de moi plus sage qui savait pourquoi tout ça arrivait, quoi. C'était très, très particulier à vivre. Mais enfin bref, voilà, ça a duré pendant un certain temps. Et puis, bah, évidemment, vous imaginez que quand on vit ce genre de choses, il y a deux chemins possibles. Soit on reste dans la souffrance et puis dans cette dissociation un peu qui peut paraître un peu psychotique, où on est mal et on vit mal sa vie, la suite de sa vie. Soit il y a un chemin spirituel possible qui s'ouvre et c'est ce qui s'est passé pour moi. Heureusement, je remercie la vie. Elle m'a présenté les choses de la bonne manière, les bonnes personnes. Et puis, il y avait quand même cette part de moi qui avait toutes ces sagesses qui descendaient, qui m'a guidée, en fait. Mon âme m'a guidée d'une certaine manière. Et donc, j'ai entamé un chemin spirituel, un chemin sur moi aussi encore plus approfondi que ce que j'avais pu vivre avant, parce que j'avais déjà fait des bouts de chemin en thérapie sur moi-même en tant que psy. Et donc, je me suis retrouvée à faire ce grand virage à 180 degrés dans ma vie personnelle et dans ma vie d'accompagnante thérapeutique, où j'ai commencé à inclure de plus en plus des notions plus interculturelles, on va dire, et chamaniques à ma pratique. Donc, avant d'aller plus loin, donc là, c'est mon expérience que je vous partage. Et voilà comment j'ai découvert ce qu'était une sortie de corps et ce qu'était des pertes d'âme à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas nommé à ce moment-là puisque je ne savais pas ce que c'était quand je l'ai vécu, bien sûr. Mais par la suite, en allant avancer sur moi et en rencontrant des personnes qui m'ont expliqué tous ces mécanismes, j'ai compris ce qui m'était arrivé. Mais là, je vais vous en parler un peu plus en détail maintenant, après vous avoir raconté le pourquoi du comment je vous parle de ce sujet aujourd'hui. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop. Ça va, vous voyez ce que je vous montre à l'écran. Je vais agrandir. C'est bon, vous voyez bien? Super, merci Rebecca. Alors, c'est quoi une sortie de corps? Donc déjà, ce que je peux dire, ce que je peux vous partager de manière assez simple, c'est que, bah, évidemment, on n'est pas qu'un corps physique. Ça, j'imagine que si vous êtes dans ce festival, c'est que vous avez certainement déjà cette ouverture et cette compréhension des choses. On est une énergie, une âme, si on veut dire comme ça, qui s'incarne dans un corps physique. Et donc, on a dans notre corps physique l'énergie qui circule dans notre corps et à l'extérieur de notre corps, puisque les corps énergétiques et éthériques sont tout autour de nous, partent de l'intérieur, mais grossissent et sortent à l'extérieur de nous. On peut les palper si on fait des soins énergétiques. Et donc, cette part de nous éthérée, cette énergie, habite le corps, bien sûr, et elle a la possibilité, la capacité de s'extraire et de redescendre dans le corps, plus ou moins. On a plus ou moins de parts de nous énergétiques qui habitent ou qui sortent de notre corps physique. Et par exemple, la nuit, quand vous dormez, énormément de personnes, pendant la nuit, pendant le sommeil, ont l'âme qui s'extrait un peu du corps physique, qui voyage, qui va dans des sphères éthérées, se ressourcer, voyager, vivre des choses. Il y a des gens qui en ont conscience, qui ont des voyages astro conscients et qui savent le raconter, le partager. Il y en a d'autres qui n'en ont pas conscience. Peut-être que vous avez déjà vécu l'expérience. Moi, ça m'arrivait très souvent enfant. Vous savez, vous êtes en train de rêver, vous volez, ou vous êtes en train de vivre un truc très léger. Et puis tout d'un coup, paf, vous réveillez brutalement et limite même on tombe du lit ou il y a un truc très brusque qui se passe. C'est parce qu'en fait, c'est le moment où on réintègre le corps physique et c'est très dense d'un coup. Donc, ça fait une sensation un peu particulière. Enfin, voilà. Donc, des sorties de corps, on peut en vivre tout simplement spontanément, sans raison particulière, juste la nuit pour voyager. On peut en vivre de manière volontaire quand on fait des voyages astro, des méditations profondes où on part explorer des mondes éthérés, des voyages chamaniques, etc. Ça, c'est des expériences, on va dire, qui sont soit spontanées mais légères, qui ne sont pas violentes,
soit volontaire. Mais il peut y avoir aussi des sorties de corps qui se font de manière totalement involontaire et sans qu'on puisse s'y attendre, comme ce que je vous ai partagé de mon expérience tout à l'heure, où là, le corps va s'extraire, enfin l'âme, pardon, va s'extraire du corps physique pour survivre à quelque chose. C'est bien fait quand même. Il y a une espèce d'instinct de préservation de notre âme. Et quand on va vivre quelque chose qui est très, très, très intense, qui peut être difficilement supportable pour notre psyché, l'âme va se mettre en sauvegarde en sortant du corps et en laissant, entre guillemets, le corps physique vivre ce qu'il a à vivre sans être dedans, pour pas que ça devienne trop violent et trop douloureux à traverser. Donc, ça s'appelle juste une sortie de corps. Et on peut sortir, bien sûr, et revenir. C'est-à-dire que quand vous dormez la nuit, vous sortez, vous revenez, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes dans votre corps à nouveau, j'espère, pour vous. Quand vous faites une méditation ou un voyage chamanique, hop, votre âme voyage dans des mondes éthérés, etc. Et hop, vous revenez, vous réintégrez votre corps. Tout ça, c'est très bien, ça se passe bien quand c'est comme ça. Mais quand on vit une sortie de corps très violente à un moment donné où quelque chose de grave nous arrive, eh bien là, il se peut parfois qu'il y ait des parts de notre âme qui restent à l'extérieur et qui ne réintègrent pas le corps physique. C'est ce qu'on appelle du coup des pertes d'âme. Je vais dérouler mon… Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la perte d'âme? C'est justement quand l'âme, le bout d'âme qui s'est extrait, n'arrive pas à réintégrer le corps physique. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'il n'arrive pas à réintégrer le corps physique? Il y a plein de raisons possibles. Par exemple, si on prend une substance, une drogue, et qu'on fait un voyage où, en fait, mécaniquement, chimiquement, par le biais de la drogue, on part très, 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 très loin, très, très haut, et qu'on ne sait pas quel chemin on a emprunté pour aller jusque là-haut, eh bien, une fois qu'on y est, on a des fois du mal à retrouver le chemin pour redescendre et réintégrer notre corps. Donc, ça peut être une des raisons qui fait qu'on n'arrive pas à redescendre. Quand on vit quelque chose de violent qui nous fait aussi décoller, cette chose très, très, très violente, si elle est ponctuelle, qu'elle dure qu'elle l'espace d'un instant et que tout est résolu, l'âme peut éventuellement revenir et réintégrer le corps. Mais si c'est quelque chose qui est répétitif, par exemple un trauma répété pendant toute l'enfance, ou bien si c'est quelque chose qui a laissé des empreintes dans le corps physique tellement violentes que quand l'âme redescend, c'est trop douloureux parce que ça n'a pas été réglé, c'est toujours aussi douloureux, l'âme ne revient pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Comment est-ce qu'on perd nos parts d'âme? Bon, donc je vous ai donné des exemples déjà tout à l'heure, mais bien sûr qu'il y en existe plein. Il peut y avoir des traumas physiques, comme un gros accident de voiture très violent. Il peut y avoir des abus, bien sûr. Il peut y avoir de la maltraitance. Toutes les choses qui vont faire violence physiquement ou psychiquement au corps ou à l'émotionnel peut, à un moment donné, déclencher ce départ d'âme pour aller se mettre dans des endroits sécures. Alors, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Les endroits peuvent être très, 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 très variés. Pour avoir accompagné beaucoup, beaucoup de recouvrements d'âme maintenant, c'est assez intéressant de voir toutes les idées que peut avoir l'âme pour aller se mettre en sécurité. Donc voilà, ça c'est comment est-ce qu'on perd nos bouts d'âme. C'est l'instinct de survie, on va dire, si je puis dire, de l'âme. Quelles conséquences ça a sur notre vie? Alors, dans la psychiatrie ou en psycho, on va appeler ça une dissociation. Une dissociation entre la psyché et le corps physique, d'accord? Donc, ça veut dire qu'en Occident, dans nos traditions psychiatriques, médicales, etc., on reconnaît que c'est possible qu'il y ait une part de nous qui se sépare du corps, mais on appelle ça la dissociation psychique. Alors que dans le chamanisme ou les traditions interculturelles dans d'autres cultures, on va appeler ça perte d'âme, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre vie? Eh bien, ce que ça peut faire finalement, c'est qu'on va se sentir incomplet. On va avoir l'impression de vivre notre vie en étant un peu à côté de nos pompes. On peut se sentir comme anesthésié, comme si on avait une vie fade, où il n'y a pas de sensations fortes, il n'y a pas de choses qui font waouh, qui sont très vivantes en nous.
On peut être déprimé, bien sûr, on peut avoir un état d'anxiété, on peut être complètement bloqué. Je vous ai mis l'image du monsieur là qui est complètement ligoté sur sa chaise. Avoir l'impression qu'on a des empêchements à vivre certaines choses, des blocages dans notre vie. Alors bien sûr que tous les blocages ne viennent pas d'une part d'âme qui a décollé. Ça peut être d'autres traumas, d'autres choses de notre vie sans pour autant qu'il y ait de perte d'âme, mais quand même, dans beaucoup de situations traumatiques, il y a des pertes d'âme. Donc c'est quand même assez lié. Donc, on se sent mal, on a l'impression de vivre à côté de nos pompes, on n'est pas bien dans notre vie et on se sent incomplet. Il y a aussi des trous de mémoire avec des absences sur plusieurs années. Il y a des gens, parfois, quand ils me parlent et qu'ils me racontent des épisodes, ils savent qu'ils ont vécu un truc traumatisant. Ils me racontent dans les grandes lignes, mais ils sont incapables de me dire ce qui s'est vraiment passé, les émotions qu'ils ont ressenties, ce qui s'est passé dans leur corps, etc. Parce qu'il y a un blanc. Il y a un blanc ou un trou noir, on peut le dire blanc ou noir, mais en tout cas, il y a un espace pendant lequel ils n'ont plus accès à la mémoire ni du corps, ni des sensations, ni des émotions, ni de rien. Parce que comme il y a eu une extraction de l'âme à ce moment-là, il n'y avait plus de conscience dans le corps pendant que ça s'est passé. Donc, du coup, évidemment, ils n'arrivent plus à retrouver la mémoire de ça. Évidemment que si on va rechercher cette part d'âme et qu'elle réintègre le corps, vous imaginez bien qu'on va retrouver la mémoire de ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que tant qu'on n'a pas réussi à aller un peu guérir, nettoyer, libérer, déblayer le gros de la charge émotionnelle liée au trauma, ça peut être un peu casse-gueule et insécurisant que de redescendre et de rapatrier l'âme dans le corps tant que ça n'a pas été un petit peu travaillé et nettoyé, tout ça. C'est pour ça que parfois, quand les gens ont un retour d'âme imprévisible aussi, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, il y a une réminiscence, l'âme se rappelle, la personne se rappelle de ce qui s'est passé. Ça peut parfois être traumatisant, le retour de cette mémoire-là. Donc, c'est pour ça que ça peut être bien, en tout cas, quand on a envie de faire un recouvrement d'âme et qu'on va voir quelqu'un pour se faire accompagner, que ce soit fait dans de bonnes conditions et qu'on aille d'abord libérer, nettoyer la charge émotionnelle et le trauma qui s'est produit avant de faire redescendre totalement la part d'âme dans le corps physique. Sinon, ça peut être assez brusque à vivre pour la personne. Et puis, surtout, si ce n'est pas résolu, on va ramener la partie d'âme dans le corps, elle va redécoller aussi sec le lendemain ou les jours d'après parce que c'est insupportable de rester là, quoi. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis d'autre comme image? Ouais. Donc voilà, je vous ai dit tout ça. Oui, tout ça, c'est bon, je vous en ai parlé. Donc, pour avoir accès, comment est-ce qu'on fait pour retrouver nos parts d'âme qui sont parties, qui sont séparées de notre entièreté? Pour y avoir accès, évidemment, comme elles sont parties en général se réfugier dans des espaces vibratoires éthérés, dans des niveaux de conscience différents, pour pouvoir aller à leur rencontre, il faut évidemment changer de niveau de conscience, de plan de conscience. Et quand on n'a pas la capacité à le faire, qu'on ne sait pas le faire, qu'on n'a pas la possibilité de le faire par soi-même, eh bien, on doit se faire accompagner par quelqu'un qui sait voyager dans ces différents niveaux de conscience, dans ces différents mondes. Donc, comment est-ce qu'on traite ça, on va dire? Je vais vous donner les deux directions que moi, en tout cas, j'ai explorées, que j'ai connues. En psychiatrie, quand on a ce genre de dissociation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle quand on est en psychiatrie, je vais vous mettre l'image. En psychiatrie, donc là, je vous ai mis l'image de gauche, on va faire aux gens ce qu'on appelle des régressions sous hypnose voilà, ou avec des techniques style EMDR, etc. On va aller rechercher en régressant, on va aller rechercher, essayer de retrouver la mémoire traumatique. En retrouvant la mémoire traumatique, il y a de l'émotion qui va sortir, ça peut être très intense. Et l'idée, ça va être d'être bien guidé, bien accompagné pour pouvoir libérer ces émotions en sécurité. Et on espère, en psychiatrie, c'est comme ça, parce que je trouve qu'en psychiatrie, c'est beaucoup moins finalement codifié et clair que ce qu'on voit dans le chamanisme. On espère que comme on a retrouvé la trace de cette mémoire traumatique
et qu'on a libéré les émotions, que cette part dissociée va refusionner avec le tout et que la personne va se retrouver avec sa psyché entière et que tout va bien se passer et que ça va repartir comme si la personne n'avait pas eu de perte d'âme, entre guillemets. Ça, c'est la vision un peu plus psychiatrique des choses. Dans la vision chamanique, donc là, c'est la partie de droite, ce qui se passe, c'est que on considère dans les traditions qui utilisent le chamanisme comme technique de soins et d'accompagnement, que la personne, donc, dans chaque tribu ou dans chaque endroit où il y a un chaman, on considère qu'il est responsable, entre guillemets, de tout l'aspect spirituel, soin de la communauté dans laquelle il vit. Donc, on va s'en remettre à ce chaman pour qu'il puisse nous guérir et rapatrier la part d'âme qu'on a perdue. Alors, il faut quand même savoir que dans ces civilisations-là, à chaque fois qu'on vit quelque chose de lourd, de gros, de difficile, on va voir le chaman en prévention tout de suite après et on demande au chaman de regarder si on a perdu une part d'âme et si oui, s'il peut nous aider à la récupérer. On n'attend pas de voir s'il va y avoir un choc post-traumatique et qu'est-ce qui va se passer derrière. On agit assez rapidement. Ils considèrent dans ces sociétés-là que dès qu'on vit des choses lourdes, difficiles, etc., il y a une possibilité de perte d'âme, donc ils anticipent ces problèmes potentiels qu'il pourrait y avoir. Donc, le chaman, en général, va s'allonger à côté de la personne qui doit accompagner pour aller récupérer la part d'âme qui est partie. La personne va être allongée, les yeux fermés, se relaxer, respirer. Enfin, voilà, on la met dans un état un peu de détente. Le chaman s'allonge à côté d'elle. Il va toucher une partie de son corps. Donc, il peut avoir une main posée sur l'épaule, sur la jambe, peu importe, mais il garde un contact physique avec la personne. Et c'est le chaman qui est chargé de partir en voyage chamanique dans d'autres espaces éthérés pour aller récupérer là où les parts d'âme qui seraient sorties du corps. Une fois qu'il les a trouvées, il va négocier avec ses parts d'âme si elles acceptent de redescendre avec lui et de revenir s'incarner dans le corps de la personne. Je vous le fais en résumé, hein, c'est vraiment c'est très raccourci, mais c'est pour que vous puissiez comprendre dans les grandes lignes comment ça marche. Ensuite, ce chaman va revenir dans l'état ordinaire de conscience, se redresser, et là, il va, comme un peu c'est sur l'image de droite là, réincorporer dans la personne les parts d'âme qu'il a récupérées dans les mondes éthérés. Donc lui-même, il va incorporer les parts d'âme de la personne dans les mondes éthérés, les ramener avec lui, et ensuite, il va les insuffler, donc il va souffler au niveau du coronal, au niveau du chakra du cœur, il va souffler pour faire revenir les parts d'âme qui étaient parties dans le corps physique de la personne qui l'accompagne. Voilà. Ensuite, il peut y avoir ou pas, ça dépend des traditions, un temps de parole où la personne va dire comment elle se sent, où le chaman peut éventuellement raconter ce qu'il a vécu dans son voyage à la personne, où était cachée sa part d'âme, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ou il y en a qui ne disent rien. C'est juste le processus, on réintègre l'âme et puis la personne n'aura pas forcément de conscience, son mental n'aura pas forcément l'explication, mais elle aura réintégré ses parts et c'est ce qui compte, entre guillemets. Donc, vous voyez que ces deux approches occidentales et chamaniques peuvent avoir des points communs. Le point commun, c'est qu'on change de niveau de conscience parce que quand on va sous état d'hypnose ou quand le chaman part en état de conscience modifié dans les voyages chamaniques, on change de niveau de conscience. Mais dans une des catégories, c'est la personne qui va aller en état d'hypnose chercher elle-même ses parts de trauma et se faire un peu accompagner émotionnellement à côté. Et dans la partie chamanique, la personne, elle est complètement passive et c'est le chaman qui gère tout le processus et qui fait ce qu'il faut pour que la personne retrouve ses parts d'âme et les réintègre et les réincorpore. Donc, moi, je vais vous parler maintenant de ma façon de travailler et de mon approche. Déjà, avant que je vous parle de ma façon de travailler et de mon approche, est-ce que tout ce que je viens de vous expliquer là jusqu'ici, c'est clair ou est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse mettre dans le chat s'il y a des choses que vous avez besoin de me dire. Alors, je vois plein de pouces, donc ça veut dire que ça doit être à peu près clair. Ça va? C'est quelque chose qui vous parle? C'est assez, ça vous paraît pas complètement
perché ou barré, mon histoire. Bon. Bon, je vous laisse écrire s'il y en a qui ont besoin d'écrire des choses. Je vais quand même continuer pendant ce temps-là. Donc, comment je travaille moi? Donc, vous avez bien compris, j'ai été psy, donc j'ai toute l'approche évidemment voilà, universitaire, occidentale, scientifique, etc. J'ai vécu ce que j'ai vécu, donc un truc complètement spirituellement incroyable. Évidemment, vous doutez bien que si j'avais pas eu cette canalisation et toutes les, moi j'appelle ça le téléchargement de toutes ces sagesses et ces connaissances les jours qui ont suivi le décès de mon fils, je me serais probablement dit dans ma petite tête mentale de psy que j'étais complètement folle, que j'étais dissociée et que j'étais en plein délire. Ça aurait été facile de résumer ça comme ça, vu les études que j'avais faites. Mais c'était tellement réel, palpable, et surtout, j'avais comme une partie de moi très ancrée dans la réalité, donc je n'étais pas complètement barrée, parce que finalement, la différence entre un médium et un psychotique, finalement, les deux voyagent dans les mondes éthérés, hein. La différence, c'est que le médium, il est bien ancré dans la réalité, la matière. Il est capable de voyager et de revenir et de vivre sa spiritualité dans l'incarnation du quotidien. Et il sait faire la différence entre ce qu'il vit dans les voyages et ce qu'il vit dans la réalité ordinaire. Alors que la personne qui est psychotique, elle va décoller à des moments complètement inattendus. Elle ne maîtrise pas quand ça lui arrive. Elle part dans des mondes éthérés. Et elle reste plus ou moins coincée dans ces mondes éthérés et dans la réalité ordinaire, elle ne sait plus faire la différence entre ce qui se passe dans le monde éthéré et ce qui se passe ici sur Terre. Elle est complètement perdue, mélangée et des fois, elle n'est même pas du tout ancrée, quoi. Donc voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Donc moi, dans ce que j'ai vécu, je ne me suis pas dit, tiens, tu deviens complètement folle et tu as perdu pied. J'ai vraiment vécu comme une initiation, on va dire, hein. Ce qu'on appelle parfois la traversée de la nuit noire de l'âme, je l'ai vécu à ce moment-là. Et puis, j'ai été initiée, malgré moi, et de manière complètement improbable, par mes guides et par les espaces éthérés là-haut, puisque voilà, je n'avais pas de chaman à côté de moi qui me guidait et qui m'expliquait comment faire. J'avais tous les téléchargements qui descendaient et j'explorais, quoi. Alors évidemment, par la suite, après, avec tout le cheminement que j'ai fait, voilà, j'ai rencontré des personnes qui ont confirmé certaines choses, qui m'ont expliqué, qui m'ont aidé à y voir plus clair. Mais en tout cas, j'ai vécu mon truc au départ un peu toute seule. Donc, dans mon approche à l'heure d'aujourd'hui, quand j'accompagne les personnes par rapport à des traumas qu'elles ont vécu, des choses comme ça, et que je conscientise qu'il y a des petits bouts d'âme qui sont restés en dehors du corps physique avec le choc, le trauma, je pratique un mixte, on va dire, un mix des deux approches, de l'approche psychologique, psychiatrique et de l'approche chamanique. C'est-à-dire que dans ma vision des choses, j'ai un peu ressenti le besoin d'occidentaliser la technique, la façon de le vivre et de la façon de le faire. Premièrement, parce que je trouve quand même intéressant de rendre la personne autonome et active dans son processus de guérison. Je trouve ça plus intéressant plutôt qu'elle soit complètement passive et qu'on fasse tout pour elle. Donc, dans ces traditions-là, c'est très bien parce qu'en fait, chacun a un rôle. Le chaman doit s'occuper de la spiritualité, de la guérison. Le chef de village va gérer l'organisation du village, les guerres et les combats, etc. Les femmes vont gérer l'alimentation et les enfants. Enfin, ils ont chacun un rôle à jouer et c'est très bien. Mais dans nos sociétés occidentales, je trouve ça intéressant à l'heure d'aujourd'hui. On sait quand même avec l'évolution de l'énergie et du taux vibratoire de la Terre qu'on est tous capables d'être en contact avec les mondes éthérés, de faire des voyages et de rencontrer nos guides, etc. C'est juste que la plupart des gens ne le savent pas ou n'osent pas ou n'ont pas confiance qu'ils peuvent le faire. Donc moi, je trouve intéressant quand même de redonner du pouvoir à la personne que j'accompagne et de l'aider, de la guider pour qu'elle puisse aussi être capable d'aller être active dans son processus de guérison. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide la personne, évidemment, à monter, à changer de niveau de conscience pour aller dans des sphères subtiles, pour aller à la rencontre. J'emmène les personnes dans un niveau de conscience qui est sécure et que je maîtrise très bien, et où je sais que ça se passe toujours très bien dans ce niveau de conscience.
Une fois que les personnes sont dans ce niveau de conscience, elles ont normalement accès à énormément d'informations qu'elles n'ont pas forcément en état de conscience ordinaire. Et là, je vois si les personnes ont la possibilité de voir, de palper, de ressentir la partie d'âme qui a décollé et qui est partie. Si cette partie d'âme se trouve dans ce niveau de conscience-là, eh bien, on va pouvoir faire le travail. Moi, je vais guider la personne pour qu'elle puisse parler à cette part d'âme, négocier, voir de quoi cette part d'âme a besoin, etc., pour pouvoir réintégrer le corps. Et voilà, ça se passe de manière très simple. Si cette part d'âme n'est pas dans ce niveau de conscience, parce qu'elle est encore dans d'autres niveaux de conscience plus éthérés encore ou dans d'autres sphères, dans ce cas-là, je vais laisser la personne dans cet état de conscience sous la source de lumière pour qu'elle se recharge et qu'elle se ressource. Et pendant ce temps, moi, je vais aller voir dans d'autres espaces, comme le font les chamans, où se trouve le Bouddha en question qu'on cherche. Et si je le trouve, quand je le trouve, je vais, moi, dialoguer et essayer de trouver avec ce Bouddha ce qui s'est passé, de quoi ce Bouddha a besoin, etc. Et l'inviter à redescendre avec moi dans le niveau de conscience où se trouve la personne que j'accompagne. Et la personne que j'accompagne à ce moment-là va enfin être capable de le voir, de le palper, de le percevoir. Et on va pouvoir continuer de la même manière que je vous l'ai expliqué juste avant, le rapatriement d'âme. Et la personne, une fois qu'elle a négocié avec sa part d'âme, qu'elle a guéri les blessures, qu'elle a libéré la charge émotionnelle, elle va elle-même, quand elle se sent prête, accueillir en elle la part d'âme qui était partie et elle va la réintégrer, la réincorporer par elle-même. Ensuite, j'emmène la personne à redescendre dans son état de conscience ordinaire. On revient dans cet état de conscience ordinaire et là, on prend un temps pour discuter et voir comment va la personne, comment elle se sent, etc. Et bien sûr qu'après, je ne laisse pas la personne repartir et puis ciao, bonsoir, débrouille-toi. On a ce que j'appelle un service après-vente où on continue d'être en lien et où on voit comment les jours d'après, ça se passe pour elle et comment ça chemine pour elle après avoir récupéré cette part d'âme pour être sûr que tout se passe le mieux possible pour la personne. Donc, maintenant que je vous ai expliqué grossièrement, vite fait, le processus que j'accompagne, je vais vous donner quelques exemples concrets parce que je trouve qu'à partir d'exemples, on comprend toujours quand même beaucoup mieux les choses et ça rend les choses plus vivantes. Donc, je vais vous donner quelques exemples de personnes que j'ai pu guider, accompagner, de comment ça s'est passé concrètement pour elles, pour que vous puissiez sentir ce que je veux dire par là. Donc, il y a une dame que j'ai accompagnée il y a quelques temps. Cette dame, en fait, je l'avais déjà accompagnée dans des voyages, on va dire, de visualisation guidée, de méditation guidée, dans des petits groupes que je faisais dans des week-ends de retraite féminine. Et à chaque fois qu'il y avait un voyage, un changement d'état de conscience en méditation, c'était très, très, très compliqué pour elle de redescendre, de revenir dans l'état de conscience ordinaire. Donc, évidemment que comme j'ai l'habitude d'accompagner ça maintenant depuis des années, j'ai les outils pour faire redescendre les gens quand c'est compliqué. Donc, j'arrivais évidemment à chaque fois à l'aider à revenir dans son état de conscience ordinaire, mais c'était quand même pénible pour elle. À chaque fois de se dire, j'ai envie d'aller faire cette méditation, mais je ne sais pas comment je vais faire comment ça va se passer pour redescendre. Donc, un jour, je lui dis, écoute, si tu veux, ce serait peut-être bien qu'on fasse une séance individuelle et qu'on aille voir ensemble où ça se situe ce problème. Pourquoi est-ce que tu as autant de mal à chaque fois à redescendre dans l'état de conscience ordinaire? Il y a forcément une explication. Et moi, j'avais déjà eu quelques informations qui étaient descendues et je lui dis, je pense qu'il y a une de tes parts d'âme qui est restée dans l'éther et qu'à chaque fois que tu remontes et que tu la recôtoies, tu n'as pas envie de redescendre parce qu'à chaque fois, c'est une séparation et que c'est douloureux pour toi. Donc, j'aimerais bien qu'on aille voir ensemble, etc. Donc, la personne me dit, OK, je suis d'accord, je veux bien qu'on aille travailler ça parce que c'est vraiment pénible et j'aimerais bien régler le souci. Donc, du coup, je fais ce travail avec elle en individuel. On part toutes les deux dans cet état de conscience que je maîtrise bien. Je la fais monter progressivement. En fait, j'utilise les états de conscience modifiés de Monroe. C'est un Américain qui a été explorer les différents niveaux de conscience et qui les a codifiés avec des décomptes. Et donc, ça me permet de compter pour arriver à un niveau de conscience avec la personne et de décompter pour la faire redescendre. Ce qui fait que c'est comme si je dressais un escalier par rapport à la personne et on monte les marches ensemble de cet escalier pour arriver jusqu'à cet endroit. Et ensuite, on va redescendre l'escalier ensemble. Alors que quand on part de manière brusque,
soit par rapport à un trauma, soit par rapport à une prise de substance ou autre. C'est comme si vous preniez un ascenseur qui vous emmène directement à je ne sais pas quel étage et que vous ne savez pas comment vous allez faire pour redescendre, que vous n'avez pas vu par où vous êtes passé pour y aller, quoi. Voilà. Donc là, moi, je fais les choses pour que ce soit facile de redescendre. Et donc, une fois dans cet état de conscience modifié, je demande à ma cliente si elle arrive à percevoir une part d'âme qui serait là dans cet état, dans cet endroit, dans cet espace éthéré. Et elle me dit, je me vois petite, je me vois bébé, mais sur une photo, à plat sur une photo. Je ne me vois pas présente dans la pièce. Donc ça, c'était une indication pour moi qui me disait qu'en fait, tout simplement, cette part d'âme, elle n'était pas là. Elle n'était pas dans cet espace où on était ensemble éthérés. Donc je lui dis, écoute, je l'emmène sous la cascade de lumière. Je lui dis, tu restes là, tu te recharges, tu prends cette énergie, tu la fais circuler dans ton corps. Et moi, je vais voir si j'arrive à trouver où se trouve ce petit bébé, cette petite fille. Et je reviens après te voir avec les informations. Et donc là, je suis partie dans d'autres niveaux de conscience et j'ai retrouvé ce petit bébé. Et quand je suis arrivée, que je me suis approchée et que j'ai commencé à discuter, à dialoguer avec ce bébé, le bébé est venu mais s'accrocher à moi, mais comme un petit singe qui s'accrocherait à sa mère. Et j'arrivais plus du tout à le décoller tellement c'était fusionnel. Donc j'ai pu comprendre, en étant en lien avec ce bébé, qu'en fait, cette dame, au moment où elle était tout bébé, avait une mère qui n'arrivait pas à se rendre disponible pour ce bébé et que ce bébé passait beaucoup de temps tout seul, à beaucoup pleurer et à se sentir complètement démuni psychiquement, émotionnellement, abandonné, entre guillemets, à son sort, dans un corps en plus de petite fille qui était très, très, très sensible et qui avait besoin de réconfort. Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, ces enfants-là, on les appelle les bébés à besoins intenses, qui ont besoin d'être beaucoup portés, d'être beaucoup sécurisés, rassurés, etc. Elle était comme ça, mais à l'époque, il y a plus de 50 ans, avec une mère qui ne comprenait pas ce besoin-là et qui la laissait beaucoup toute seule dans sa chambre pleurer. Et donc, à un moment, ça a tellement été émotionnellement insupportable que ce petit bébé est parti, une part de l'âme de ce bébé est partie se mettre en sécurité. Et ce que j'ai compris, c'est que l'endroit où le bébé s'était mis en sécurité était un espace éthéré dans lequel les bébés qui vivent des choses trop traumatisantes peuvent aller se mettre en ressourcement. Et cette part était restée là. Donc, j'ai aidé cette personne, donc j'ai négocié avec ce bébé en lui expliquant qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était devenu une dame de 50 ans, qu'elle c'était une maman et même une grand-mère, qu'elle était capable de prendre soin de cette part-là maintenant et qu'elle pouvait redescendre en sécurité. Enfin bref, donc la partie dame a accepté de redescendre avec moi dans l'espace où m'attendait ma cliente. Et quand je suis arrivée dans cet espace-là, c'était assez incroyable parce que je n'avais pas dit à ma cliente que j'arrivais, que j'étais revenue avec elle. Et au moment où je suis arrivée dans la pièce avec ce bébé qui était toujours accroché à moi, elle me dit « Ah, ça y est, je vois ma petite fille ». Donc, c'était génial parce qu'en fait, comme j'étais arrivée au même niveau de conscience qu'elle, elle pouvait enfin palper et voir ce qu'elle n'arrivait pas à voir tant que le bébé était dans un autre état de conscience, dans un autre niveau d'espace éthéré. Donc, du coup, elle a pu prendre ce bébé, je l'ai enlevé de sur moi, je lui ai donné à elle. Elle a pu le prendre dans ses bras, elle a pu consoler ce bébé qui avait été livré à lui-même, lui donner de l'amour, le remettre dans la lumière, réparer cette mémoire traumatisante de ce bébé. Et quand elle a été prête, elle a réintégré ce bébé dans son corps à elle. On est redescendu dans le corps physique où elle a pu, du coup, après, discuter avec moi une fois revenue dans l'état de conscience ordinaire. Et je lui ai proposé, ça m'est descendu comme ça pendant qu'on était en train de faire le travail, de faire des actes symboliques dans les jours qui suivaient, dans la réalité, dans la matière, pour vraiment conscientiser le retour de cette part d'âme et en prendre soin pour que ce bébé sache qu'il a une place vraiment maintenant dans sa vie et qu'elle n'en a pas juste, elle l'a remis à l'intérieur et puis ciao, bonsoir, je reprends ma vie comme si de rien n'était. Et donc, dans les jours qui suivaient, elle a mis en place des rituels pour prendre soin de ce bébé. Et notamment dans ce rituel, elle a adhéré à 100%, elle a trouvé ça génial. Elle s'est fabriqué un petit poupon qui représentait ce bébé et elle l'a porté contre elle chaque fois qu'elle était chez elle et qu'elle n'était pas au boulot, qu'elle avait du temps libre. Elle portait ce bébé contre elle et elle en prenait soin. Ça lui permettait de conscientiser et de penser à cet enfant et de le nourrir d'amour au quotidien. Bon, voilà, je vous résume, je ne vais pas vous en dire plus, mais tout ça pour vous dire que cette personne, ça a été incroyable ce qui s'est passé derrière parce qu'en fait, en prenant soin de ce poupon,
Les jours qui ont suivi, elle s'est mise à avoir ses règles qui sont arrivées, mais des règles extrêmement abondantes, presque hémorragiques, alors que c'était une personne qui était en préménopause, donc elle avait pratiquement plus ses règles dans l'année. Elle était épuisée et elle m'a renvoyé un message en me disant j'en peux plus, je suis crevée, j'arrête pas de dormir, je perds beaucoup trop de sang et je peux plus prendre soin de ce bébé, j'arrive pas à en prendre soin, tu comprends, j'arrive déjà pas à prendre soin de moi, qu'est-ce que tu veux que j'arrive à prendre soin d'un bébé? Et là, j'ai entendu l'information, c'est ce qu'a vécu sa mère à l'accouchement. Donc, je lui dis, est-ce que tu sais comment s'est passé l'accouchement pour ta mère quand tu étais bébé? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce qu'elle a eu des problèmes au moment de ta naissance? Elle me dit, bah, j'en sais rien, écoute, je vais me renseigner. Et elle me renvoie un message quelques heures plus tard en me disant, écoute, c'est incroyable, je viens d'apprendre, ma mère vient de me dire qu'au moment de l'accouchement, elle a eu une espèce d'hémorragie, elle a été épuisée les jours d'après et que pendant un certain temps, elle avait beaucoup de difficultés à s'occuper de moi parce qu'elle n'était pas en état physiquement de me gérer avec cet état de santé qu'elle avait là. Et elle me dit, c'est incroyable, je comprends mieux maintenant pourquoi ce bébé s'est senti tellement délaissé, etc. et tout. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu gardes ce bébé près de toi dans le lit et tu n'es pas obligé de te lever, d'en prendre soin, etc. Tu le gardes juste près de toi pour qu'il sache qu'il est toujours à ton contact, même si tu es fatigué et que tu ne peux pas t'occuper d'elle comme tu voudrais. Mais au moins qu'elle sache qu'elle compte et qu'elle est là pour toi. Donc, elle a continué son rituel pendant plusieurs jours. Et en fait, ça a été incroyable les réparations qu'il y a pu y avoir en elle les jours et les semaines qui ont suivi. Et puis, bah, évidemment, la fin d'histoire, à partir de ce moment-là, elle a été capable de partir en méditation, de revenir, etc. et tout, sans aucun problème. Elle avait plus ce problème de redescendre à chaque fois qu'elle partait en méditation. Donc voilà, ça c'est une des histoires, mais voilà, je vous dis, j'accompagne ça maintenant depuis des années, donc il y en a plein des anecdotes comme celle-là. Et puis alors, un autre exemple que je vais vous partager qui m'appartient cette fois-ci. Ça faisait déjà quelques temps que j'accompagnais pas mal les recouvrements d'âme avec les personnes que j'accompagnais. Et puis un jour, je suis réveillée, parce que moi, ça m'arrive souvent comme ça, hein, on me réveille en pleine nuit. Alors, je pense que mes guides viennent me chercher à des moments où je suis calme. Et comme je fais beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, ils viennent me chercher quand je dors la nuit parce que c'est le seul moment où ils peuvent me choper, où je suis calme et où j'ai du temps. Et donc, je suis réveillée à 3 heures du matin. Et là, j'entends une voix qui me dit, tu t'occupes très bien des recouvrements d'âme des autres. Qu'en est-il des tiens? Ah. Et là, je dis, ah, ok, ça veut dire que j'ai encore des bouts d'âme à moi, peut-être qui ne sont pas complètement revenus. Alors, quelque part, ok, ben, maintenant que vous me le dites, je veux bien m'en occuper, ok. Et en fait, bah, pendant la nuit, pendant 2 heures, j'ai été guidée et on m'a montré 5 parties de moi qui avaient décollé à différents moments de ma vie, que je suis allée rechercher, retrouver, rapatrier, j'ai réparé, mis en lumière, nettoyé, etc. Et donc voilà, ça a été assez intense cette nuit-là. Le lendemain matin, je n'étais pas hyper fraîche au réveil, mais j'avais rapatrié et récupéré tout un tas de choses. Et surtout, j'avais eu des prises de conscience extraordinaires parce que j'avais notamment 2 bouts d'âme qui avaient décollé au moment de mes accouchements. J'ai accouché 5 fois quand même. Et en fait, j'ai eu des explications hyper intéressantes sur des problématiques qu'avaient 2 de mes enfants et qui s'étaient jouées au moment de la naissance. Et en retravaillant sur mon trauma à moi du moment de leur naissance et en libérant les choses, j'ai les informations qui sont descendues, les concernant eux aussi, par rapport à des problématiques qu'ils avaient. Donc, j'ai pu ensuite leur dire, parce que c'est 2 de mes enfants qui sont jeunes adultes maintenant. Donc, j'ai pu leur donner des infos pour qu'ils puissent, s'ils en avaient envie, travailler sur cet aspect-là de leur histoire du moment de leur naissance. Donc, ça a été assez intense. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, moi aussi, je me suis rapatriée mes parts d'âme des moments de ma vie qui avaient eu besoin d'être accompagnés et traités. Et puis, un autre dernier exemple, et puis après, je vais vous laisser la parole pour me poser les questions, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de partager ou de me demander par rapport à ce sujet-là. C'est une femme que j'ai accompagnée aussi, où il y avait, intuitivement, je ressentais qu'il y avait dû y avoir des extractions ou des pertes d'âme. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait été plusieurs fois dans sa vie déraciné depuis son enfance, parce qu'il y avait eu des déménagements de par le travail de son père à différents moments de sa vie.
Le premier, quand elle avait, je crois, 4-5 ans. Un deuxième quand elle avait 11 ans. Et en fait, quand on est reparti voyager ensemble pour aller voir si on retrouvait ces parts d'âme, eh bien, on en a retrouvé. Alors, comme je vous disais, des fois, ça part dans des endroits un peu différents. Moi, j'ai retrouvé un de mes bouts d'âme dans la maternité où j'ai accouché. Mon bout d'âme était resté dans cet endroit, dans cet espace-là. Là, la personne que j'accompagnais avait vécu vraiment un trauma quand elle avait déménagé, quand elle avait 4-5 ans. Et cette petite fille, ce bout d'âme de petite fille était resté en Afrique, à l'endroit où elle vivait au moment où il y avait eu le déménagement. Et elle était sur une plage et était restée là. Et donc, il a fallu retourner la chercher sur cette plage, euh, négocier avec elle qu'au moment du déménagement, on ne lui avait rien expliqué, qu'on n'avait pas accompagné ses émotions, la souffrance qu'elle avait ressentie, non pas en quittant cette terre d'enracinement, mais aussi les personnes avec qui elle vivait dans ce lieu, parce qu'il y avait une nounou, il y avait des amis, il y avait des gens avec qui elle avait des liens très forts. Et ça a tellement été violent pour cette petite fille de s'arracher, de s'extraire à ce lieu pour déménager, qu'il y a une partie d'elle qui était restée sur cette plage en Afrique en attendant qu'on vienne la chercher et qu'on vienne surtout, j'ai le soleil dans la figure, j'essaie de me décaler, et qu'on vienne surtout l'aider à résoudre ce trauma qu'elle avait vécu. Donc, on a pu aller la rechercher. Ma cliente a pu négocier avec elle, libérer la charge émotionnelle, la réconforter, lui dire qu'aujourd'hui, c'était une adulte et qu'elle allait prendre soin d'elle à partir de maintenant. Et elle a pu rapatrier ce bout d'âme-là avec elle. Il y en a eu un deuxième qu'on est allé rechercher ensuite en Guadeloupe, parce qu'après, elle a vécu une partie de sa vie là-bas sur l'île. Et de la même manière, il a fallu aussi retravailler ce qui s'était passé parce qu'en plus, au moment du déménagement de la Guadeloupe, il y avait eu séparation des parents. Donc, il y avait un autre trauma qui se trouvait à cet endroit-là. Donc, voilà. C'est tout ça pour vous donner un petit peu des exemples de comment ça peut se passer, de qu'est-ce qui peut créer des pertes d'âme et comment on peut le travailler et les rapatrier ensuite. Alors, je vois qu'il y a une première question qui est arrivée. Est-ce que quand on vit un événement traumatisant et qu'on fait une dissociation, on perd un bout d'âme? Alors, ce n'est pas forcément obligatoire que tu le perdes. Tu peux très bien te dissocier, comme je disais tout à l'heure au début de l'atelier. Tu peux très bien perdre un bout d'âme transitoirement, juste le moment où il se passe la chose traumatisante, et que quand ça s'arrête et que c'est terminé, ton bout d'âme revient. Dans ce cas-là, il n'y a pas de perte d'âme. Il y a juste une sortie de corps et avec un retour. Par contre, comme tu as été extraite de ton corps pendant le trauma, tu peux avoir des blancs et ne pas te rappeler de ce qui s'est passé au moment du trauma, puisque tu n'étais pas dans le corps et que tu n'as pas vécu en conscience vraiment ce qui s'est passé. Mais le corps, lui, se rappelle, puisque lui, il l'a vécu dans sa chair. Donc, ça va être tout un travail aussi d'aller libérer le trauma qui est dans le corps physique et de libérer la charge émotionnelle qui a été vécue au moment où l'âme a décollé pour que tu puisses refusionner tous tes corps ensemble. Est-ce que tu fais des recouvrements d'âme à distance ou qu'en présentiel? Non, j'en fais aussi en visio. Ça marche très, très bien pareil, puisque de toute façon, il n'y a pas d'espace ni de temps dans les niveaux de conscience non ordinaires. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être à côté de la personne. Quand les chamans le font, ils sont à côté, parce qu'il faut qu'ils touchent le corps de l'autre pour pouvoir réintégrer dans le corps après les choses. Mais moi, comme je ne le fais pas de cette manière-là, je n'ai pas besoin d'être à côté de la personne physiquement pour l'accompagner dans ce travail. Donc, je fais ça aussi à distance. Mais j'avoue que je ne fais pas ça dès un premier rendez-vous, hein. J'attends d'abord de bien comprendre la problématique de la personne, de voir comment je la sens, est-ce qu'elle est bien ancrée suffisamment pour faire un voyage avec moi, etc. Faut que tout se fasse, bien sûr, en sécurité pour la personne et que tout se fasse pour le mieux. Le but, ce n'est pas de compliquer la situation, mais bien de la simplifier et de l'apaiser, hein, d'aller vers la résilience. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou bien rallumer votre micro si vous voulez. Un recouvrement d'âme se fait en une ou plusieurs séances. Alors, ça dépend s'il y a beaucoup de parts d'âme ou une seule. S'il n'y a qu'une seule part d'âme qui est partie et qu'on va aller rechercher, une séance suffit. En général, hein, il n'y a jamais de…
Il n'y a que des cas particuliers, il n'y a jamais de généralité. Ça peut aussi arriver qu'il y ait une histoire hyper complexe qui apparaît au moment du recouvrement d'âme et qu'on ait besoin du coup de scinder en 2 fois pour aller travailler plusieurs aspects complexes de la situation pour que la part d'âme accepte de redescendre. Mais normalement, la plupart du temps, pour aller chercher une part d'âme, ça se fait en une séance. Je dis ça parce que parfois, il apparaît que la part d'âme a décollé suite à un trauma vécu par la personne. Et puis, en fait, en allant décortiquer la situation, en fait, il y a un multiple trauma dans le transgénérationnel au-dessus. Donc, on est obligé aussi, des fois, d'aller travailler sur les traumas des ancêtres, ensuite à revenir au trauma de la personne, le libérer, et enfin, l'âme peut redescendre. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a jamais de… Je ne peux pas jurer qu'en une seule séance, ça suffira. Ça dépend vraiment au cas par cas. Est-ce que vous avez d'autres questions ou bien des partages aussi à faire d'expériences que vous avez vécues? S'il y en a qui ont vécu des sorties de corps ou des événements où ils ont l'impression qu'il y a une part d'âme qui est partie, vous pouvez aussi partager ça. Est-ce que tu proposes une formation sur ta technique de recouvrement d'âme? Parce que je parle très souvent de recouvrement d'âme à mes patients avec leur traumatisme profond, mais je ne sais pas toujours où les diriger. Je n'ai pas cette corde à mon arc. Alors moi, je forme des thérapeutes. Je donne des formations pour devenir thérapeute holistique, des formations que je donne sur 6 mois, où je transmets plein de mes outils thérapeutiques que j'utilise au quotidien. Les recouvrements d'âme en particulier, je ne fais pas de formation pour ça spécifique, mais j'apprends à mes futurs thérapeutes à partir en niveau de conscience modifié pour aller travailler les différents traumas. Et donc, du coup, ça fait partie, on va dire, de la formation globale que je donne. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont déjà thérapeutes et qui auraient envie de se former plus particulièrement à cet outil-là spécifique, tu peux revenir vers moi et me contacter. Et il y a moyen qu'on puisse aussi envisager que je puisse faire une transmission en individuel à une personne en particulier si c'est un besoin que tu as. Est-ce que certaines pathologies psychiatriques peuvent être dues à des fragmentations de l'âme, c'est-à-dire que c'est plus qu'une part, mais carrément un gros bout de l'âme qui s'est détaché? Oui, et je te dirais qu'en plus, pour les gens qui ont des problèmes psychiatriques, très souvent, ce sont des traumas répétés. C'est-à-dire que dans les personnes, moi j'ai travaillé 5 ans en psychiatrie au début de ma carrière, quand j'étais encore psychologue, simple psychologue, comme j'aime bien le dire. Et en fait, tu as en général dans les traumas vraiment qui déclenchent des états psychotiques, tu as en général des traumas qui ont été répétés ou plusieurs traumas successifs qui vont finir par aboutir à ce genre de pathologie grave en fait. Donc souvent, il y a plusieurs fragments d'âme et quand tu commences, tu en as un, tu en as deux, voilà, c'est des toutes petites parties de notre vie qui nous échappent. On arrive à continuer de vivre avec, même si ce n'est pas confortable. Mais si à un moment donné, il y a trop de parties de nous qui sont éthérées, bon, à un moment, c'est plus possible, quoi. Donc c'est sûr que ça peut être soit un très gros bout d'âme, soit plusieurs parties d'âme. Et quand ça se cumule, il y a un moment. Non, mais moi, j'ai vraiment un autre regard sur la psychiatrie et les états psychotiques depuis que je pratique toutes ces techniques-là. C'est bien dommage que la psychiatrie n'arrive pas à coopérer avec d'autres techniques interculturelles, parce que moi, dans mes études de psycho, on parle d'interculturel. On parle des techniques qui existent dans d'autres cultures pour soigner des états psychotiques, dissociatifs et tout ça. Mais on en parle en disant que ça existe, que c'est une façon bizarre de faire les choses, mais que ce n'est pas notre façon à nous en Occident, quoi. Et c'est bien dommage qu'on n'arrive pas à relier ces différentes approches parce qu'à mon avis, il y a une grande partie de personnes qui vivent des choses terribles qu'on pourrait accompagner et aider si s'il y avait cette ouverture-là en psychiatrie, quoi. Je peux te contacter par mail. Merci pour ta réponse. Oui, alors je vais vous faire un partage. Attendez. Hop. Je vais vous faire un partage. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je sais que souvent, quand il y a ce genre de festival, les gens n'ont pas forcément vu le catalogue. Donc déjà, je vais vous remettre dans le chat les petits cadeaux que j'avais mis, les petits cadeaux que j'avais fait dans le catalogue
Donc ça, c'est une petite méditation guidée pour faire circuler l'énergie dans votre corps, vous recharger, faire circuler. Je vous remets le lien là parce que je ne sais pas si vous l'avez vu dans le catalogue. Donc déjà, ça vous permettra d'avoir mon petit cadeau. Ensuite, je vous fais une deuxième proposition. Ah oui, alors je ne l'ai pas là, il faut que j'aille le rechercher. Attendez, hop. Hop là. Hop, hop, hop. Non, je vais vous le donner après, il faut que j'aille le rechercher. Donc après, je vais vous mettre mon site internet. Et là, sur mon site internet, vous pouvez m'écrire pour ceux qui veulent plus de renseignements. Voilà. Ça, c'est mon site internet. Et puis, hop, je vous mets également le lien pour ceux ou celles qui voudraient un rendez-vous avec moi de 30 minutes pour voir s'il y a des accompagnements individuels que vous avez envie de faire. C'est un rendez-vous de 30 minutes où on fait le point ensemble sur votre besoin, de quoi vous avez besoin exactement, quelle est votre problématique. Moi, je vous parle de ma façon de travailler, je vous explique ce que je peux faire éventuellement pour vous aider si je me sens compétente pour ça. Et à partir de là, vous voyez si vous avez envie de faire cet accompagnement ou pas avec moi par la suite, mais avec plus d'informations, on va dire. Merci beaucoup, c'est très intéressant votre approche combinant la psychologie normale et les autres techniques énergétiques. Oui. Donc là, j'avais mis ce message pour Joël. Voilà, si tu veux me contacter, tu peux aller sur mon site internet. J'ai déjà fait un recouvrement d'âme avec un protocole de 21 jours ensuite. Au bout de quelques jours, mon âme voulait repartir à l'endroit où elle était. L'ange Azraël est descendu pour m'aider. La thérapeute n'avait plus la main. Oui, alors après, voilà, il peut se passer. Je vous disais, il y a tellement de façons différentes de vivre. Je vais couper le partage d'écran pour revenir plus avec vous. Voilà. Il y a tellement de façons différentes de vivre les recouvrements d'âme que moi, je vous ai partagé la mienne, mais il y a plein de manières de faire. Maintenant, c'est sûr que moi, je suis très, très, très vigilante à la façon dont se passe le recouvrement d'âme, à ce que le problème que le bout d'âme avait soit résolu et en même temps aussi à donner parfois des petits actes symboliques ou des choses à faire à la personne les jours qui suivent pour qu'effectivement, ça se stabilise, ça coopère et ça se stabilise à l'intérieur. Parce que faire un recouvrement d'âme, ça, je veux dire, toutes les personnes qui sont capables de changer de niveau de conscience pourraient le faire. Mais si on n'accompagne pas le processus de la manière vraiment la plus adaptée, effectivement, l'âme, pourquoi elle resterait? Si elle revient dans le corps, par exemple, pour ma cliente qui avait son bébé qui avait décollé, là, si elle revient dans le corps et que finalement, elle, en tant qu'adulte, elle nie ce bébé qui est revenu dans son corps, qu'elle s'en occupe pas plus que ses parents ne s'en sont pas occupés quand elle était petite, le Bouddha va se dire on se fout de ma poire. Et donc, il va retourner se remettre dans son lieu de ressourcement là-haut où c'était bien plus chaleureux et bien plus confortable. Donc, il faut évidemment un certain accompagnement et une certaine façon d'accueillir la part d'âme qui revient derrière. C'est un peu comme si vous accueillez quelqu'un qui revient de la guerre, qui a vécu un truc très traumatisant. Quand elle rentre à la maison, cette personne, eh bien, on va la réconforter, on va la cocooner, on va être là pour elle, on va l'écouter, on va on va en prendre soin de cette personne parce qu'on sait qu'elle revient d'un traumatisme. Les parts d'âme qu'on récupère, elles ne sont pas parties pour le plaisir voyager, elles sont parties parce qu'elles ont vécu un traumatisme. Donc, dans les jours qui suivent, il faut prendre le temps d'être disponible pour cette part d'âme, d'en prendre soin, d'être à l'écoute, de lui donner de l'amour, de penser à elle, de s'en occuper, quoi. Parce que si on ne fait que la remettre dans le corps et qu'il ne se passe rien d'autre, elle n'a pas vraiment d'intérêt de rester là, en fait. Hein. C'est pas mieux que ce qu'elle avait vécu avant de partir, quoi. Donc c'est pour ça, effectivement, quand j'entends ton témoignage, je ne sais pas ce dont tu avais besoin, la part d'âme que tu as récupérée, si tu avais conscience, si on t'a expliqué pourquoi elle était partie et de quoi elle avait besoin, mais peut-être qu'il y avait des choses supplémentaires à faire. Heureusement pour toi, si tu as un esprit bienveillant, éthéré qui est venu pour prendre la main et t'accompagner,
Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais quand on fait des voyages comme ça pour aller récupérer des parts de nous, on est accompagné, on peut être accompagné, moi je suis accompagnée en tout cas, par tout un tas d'esprits ou d'êtres éthérés. Moi, j'ai mon animal totem qui m'aide à aller chercher les parts d'âme pour les trouver dans quel espace elles sont. J'ai des plantes aussi, comme je travaille beaucoup, beaucoup avec les plantes. L'esprit des plantes notamment. Donc, je fais des fois appel à l'esprit d'une plante aussi pour nous guider, nous accompagner. D'ailleurs, ça m'arrive aussi de donner des fleurs de bac ou de conseiller des huiles essentielles à la personne dans les jours qui viennent pour aider le processus dans la continuité de ce qu'on a fait ensemble. Et puis, ça peut être aussi, des fois, je demande à la personne si elle a un être subtil à qui elle peut faire appel. Donc, parfois, les gens appellent Marie, Jésus, d'autres un ange, d'autres Bouddha, d'autres leur ancêtre, peu importe, mais ça peut toujours être intéressant d'être épaulé et appuyé par des êtres qui habitent les mondes éthérés et qui, du coup, peuvent nous guider, nous accompagner dans notre voyage. Oui, oui, mon âme était dans une ville antérieure où j'ai fait quelque chose de pas bien. Elle voulait consoler la personne à qui j'ai fait du mal. Ok. Oui, donc après, tu vois, il y a tout un processus derrière. Ça peut être aussi pardonner à son bout d'âme, ne plus lui en vouloir, pardonner ce qu'elle a fait, parce qu'on est tous là sur Terre pour apprendre et que voilà, des fois, on fait aussi des choses pas toujours lumineuses. Et donc, de faire la paix avec ce bout d'âme. Parce que s'il y a une part de toi qui est en résistance parce que tu es un peu culpabilisé ou tu as honte de ce que ton Bouddha m'a fait et que du coup, tu as du mal à le réintégrer à l'intérieur de toi, va y avoir un petit peu trop de résistance pour que ça refusionne complètement et que tu le récupères et que tu récupères totalement ton bout d'âme. Donc là, il y aurait probablement eu un travail intéressant à faire d'aller faire un chemin du pardon de toi vis-à-vis de toi-même, de cette part de toi qui a fait ce qu'elle a fait. Et puis aussi de demander pardon à la personne à qui ça s'est fait pour le mal qui a été causé, quoi. Il y aurait eu effectivement tout ce travail à faire. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais ça aurait été nécessaire pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, ce retour d'âme, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres partages, d'autres échanges sur ce sujet? Oui, oui, mon âme était dans une vie antérieure où j'ai fait quelque chose de pas bien. Elle voulait consoler la personne à qui j'ai fait du mal. Oui, ça, c'est ce que je viens de dire juste avant. Je croyais que c'était une nouvelle réponse. Bah, pour le coup, je me suis retrouvée seule sur le coup. Ouais, bah voilà, tu vois, c'est ce que je déplore un tout petit peu dans les processus que je connais, en tout cas de ce que les gens me rapportent de recouvrement d'âme, c'est qu'il y a le processus, on va chercher l'âme, on le remet. Il n'y a pas suffisamment, à mon goût, hein, dans la pratique purement chamanique, il n'y a pas forcément, selon moi, suffisamment de travail autour de ça, avec la personne elle-même, pour que ça soit vraiment efficacement durable. Parce qu'effectivement, on vous remet la part d'âme à l'intérieur de vous. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, quoi. Donc, ça a besoin d'être accompagné, guidé. Mais pas seulement pour les recouvrements d'âme. Hein, je vous dirais n'importe quelle technique. Moi, je fais un soin au bol tibétain à quelqu'un qui est très intense pendant 1 heure. La personne, il y a des émotions qui sont remuées, il se passe des choses. Quand la personne repart, je lui demande de revenir en séance dans X temps ou bien, en tout cas, de m'appeler s'il y a la moindre chose qui se passe pour que je puisse faire l'accompagnement dans la continuité. On ne va pas faire n'importe quel outil thérapeutique qu'on utilise peut déclencher plein de choses. Et donc, ça nécessite un vrai accompagnement derrière et pas laisser la personne seule avec ce qui va émerger, ce qui va se passer pour elle, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent ou d'autres partages d'expériences par rapport à ce que vous avez vécu ou à ce que vous avez envie de savoir sur tout ce que je viens d'expliquer là? Merci. Bah, si ça n'a pas été fait entre-temps, Lydia, il est toujours temps, même si ça date, je ne sais pas de quand ça date, ton expérience, de toi faire un petit état méditatif, changer un peu de niveau de conscience, te mettre en relaxation et puis retourner voir cette part d'âme et lui dire si tu le ressens, hein, bien sûr, que tu lui as pardonné ce qui s'est passé
Et puis, éventuellement, parler aussi à l'âme de la personne à qui tu as fait ce que tu as fait et demander pardon pour te libérer de tout ça, en fait. Parfois, il y a des coupures de liens qui sont nécessaires aussi. Une fois qu'on a réparé ce qu'on a vécu dans une vie antérieure, on peut couper le lien qui nous unissait avec la personne avec qui on est resté accroché pour se libérer dans cette vie-ci et être complètement libre de ce qu'on a à vivre, quoi. Si vous n'avez pas d'autres questions ou partages à faire, je peux éventuellement vous proposer un petit temps méditatif guidé avec une musique pour aller simplement déjà libérer ce qu'on a besoin de libérer, se recharger. Et puis, pourquoi pas, bon, je ne vous en dis pas plus, mais un petit voyage ensemble. Si ça vous intéresse, on peut se faire un petit temps comme ça. Pour les personnes qui me disent qu'elles doivent s'en aller là, sachez que je donne un petit atelier ce soir à 20h. Pour celles qui se sont inscrites ou comment dire, compris le côté mentoring, parce qu'il y a les conférences le matin et il y a les mentorings l'après-midi ou le soir. Donc, sachez que j'ai un atelier à 20h ce soir qui va se dérouler un peu sous forme de coaching, où les personnes pourront venir parler de blocage ou de problématiques. Et moi, je les aiderai à décortiquer ensemble en live de quoi elles ont besoin et qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour se libérer de certaines problématiques. Donc voilà, je vous donne l'info pour celles qui doivent éventuellement partir maintenant. Alors, maintenant, je vais prendre une musique. Alors, je ne sais pas si on peut partager de la musique sur Google Meet. C'est vrai que moi, je le fais sur Zoom, mais ici, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, je suis en train de regarder. Hop. Je vais essayer. Vous me direz si ça marche, hein. Partager l'audio de l'onglet. OK. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Est-ce que c'est ça? Non. Non, bah alors je ne peux pas vous partager de musique. Donc, c'est un peu dommage. Bon, on va quand même le faire sans musique. Ceux qui ont éventuellement une musique de relaxation sur leur ordinateur ou sur leur téléphone, bah, n'hésitez pas à vous mettre une petite musique de détente, de relaxation à côté de vous pendant qu'on va faire l'exercice. Comme ça, vous serez quand même dans une ambiance musicale. Mais je ne vois pas, j'ai jamais fait de partage de musique sur. Des fois, je mets un lien, mais c'est un lien YouTube. Alors, on a les pubs qui viennent entre deux, c'est pas pratique. Donc voilà, je vais vous proposer de simplement prendre la musique que vous avez, vous, qui vous plaît, sous la main, de fermer les yeux, de vous détendre, de prendre plusieurs grandes inspire-expire, revenir dans cet état de présence à vous-même. On inspire profondément, on expire, et à mesure que vous faites ces inspire-expire, vous allez porter votre attention un peu plus sur votre corps et sur les différentes parties de votre corps, voir si tout est calme, détendu ou s'il y a des zones de tension. Et si vous ressentez une crispation particulière, vous pouvez relâcher les épaules, la mâchoire, desserrer les poings. Toute autre zone qui vous semblerait un peu tendue ou crispée, vous envoyez de l'oxygène dans cette partie, dans ce muscle, et vous le laissez se détendre et se relâcher. Et ensuite, vous invitez également à visualiser des racines qui partiraient dessous votre sacrum ou vos pieds, selon comment vous êtes installé chez vous, et qui pousseraient, vous imaginez ces racines qui poussent et qui s'étendent dans la terre de plus en plus profondément pour aller jusqu'au noyau de la terre, pour que vous soyez le plus enraciné possible, bien accroché.
relié à l'énergie de la Terre. Et vous pouvez d'ailleurs accueillir dans vos racines cette énergie qui monte progressivement le long de vos jambes, jusque dans votre bassin, votre ventre, qui monte jusqu'à la cage thoracique, jusqu'à votre chakra du cœur, dans la gorge, jusqu'en haut de votre tête. Cette énergie fraîche, féminine de la Terre qui circule à l'intérieur de votre corps et qui nourrit vos cellules. Et vous respirez à travers et vous ressentez ce flux d'énergie. Vous allez maintenant visualiser, ressentir un lien qui vous unit à la source, à l'énergie du ciel. Visualisez comme une lumière, un fil doré qui descend jusqu'à votre fontanelle. Et ce lien est là pour vous soutenir droit sur votre axe. Et vous respirez à travers et vous pouvez ressentir l'énergie du ciel qui descend le long de cette lumière, de ce fil doré et qui arrive à votre fontanelle et pénètre votre crâne. Il va descendre le long de votre nuque, de vos épaules, la cage thoracique, le chakra du cœur, dans votre ventre, votre bassin, vos jambes, jusqu'en bas des pieds. Et vous accueillez cette énergie chaleureuse, masculine du ciel qui circule et qui nourrit tout votre corps et toutes vos cellules. Alors, je vais vous inviter à visualiser un escalier blanc avec 10 marches qui descend vers un jardin. Et à mesure que je compte, vous allez pouvoir descendre les marches de cet escalier pour aller visiter cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous arrivez dans un endroit magnifique, un jardin. Comme c'est votre jardin intérieur, vous pouvez y voir tout ce que vous aimez dans la nature pour vous sentir bien. De l'herbe, des fleurs de la couleur que vous aimez, des grands arbres, de l'eau qui coule, peut-être même quelques animaux. Et vous allez ouvrir grand vos sens pour vous connecter à cet endroit, à ce jardin. Vous pouvez sentir des odeurs de terre, d'herbes fraîches, de humus, des odeurs de fleurs. Ouvrez vos narines et captez les odeurs qui sont présentes dans ce lieu. Vous pouvez également ressentir la chaleur du soleil sur votre peau, le vent, peut-être même l'herbe sous vos pieds, les sensations tactiles. Vous pouvez également observer, voir les formes, les couleurs, les jeux de lumière qu'il y a dans ce jardin. Les endroits ombragés, les endroits où il y a des raies de lumière, les reflets de la lumière dans l'eau. Observez, ressentez. Et vous pouvez également entendre les bruits dans ce jardin. Les bruits du vent dans les branches, de l'eau qui coule, les petits insectes sur les feuilles, les chants d'oiseaux, peut-être également, ou tout autre bruit présent dans cet espace. Et vous accueillez toutes les informations sensorielles qui viennent dans ce lieu. Vous pouvez également évoluer librement, toucher l'écorce d'un arbre, mettre vos pieds dans l'eau, caresser des fleurs, sentir,
Vous pouvez faire tout ce qui vous vient librement dans ce jardin, tout ce qui vous donne envie. Ça peut être tout simplement s'allonger dans l'herbe. Profitez quelques instants de cet espace serein, harmonieux, dans lequel vous vous sentez paisible. Accueillez cette pleine conscience que vous vous offrez à cet instant. Et puis vous allez apercevoir dans un coin de ce jardin une magnifique cascade de lumière dorée. Alors vous êtes attiré par cet endroit particulier et vous avancez vers cette cascade. Et là, vous allez vous placer sous cette cascade qui est en fait une source de lumière. Et vous allez vous laisser traverser par cette lumière pour nettoyer en profondeur toutes les émotions résiduelles qui sont restées en vous depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ces émotions résiduelles vont pouvoir maintenant glisser le long de vos jambes et partir dans la terre pour être transmutées en amour et en lumière. Ces émotions étaient des informations précieuses dont vous n'avez plus besoin maintenant. Vous pouvez les laisser partir. Elles étaient restées accrochées par réflexe à l'intérieur de vous, mais vous n'en avez plus besoin. Alors vous pouvez les laisser glisser et être transmutées, recyclées par la terre. Peut-être y a-t-il également des énergies résiduelles. Vous avez capté ici et là, dans les différents endroits où vous êtes promenés ces derniers temps, ou que vous avez absorbé d'autres personnes qui ne vous appartiennent pas. C'est le moment de vous nettoyer, de laisser glisser toutes ces énergies qui ne sont pas forcément les vôtres et pas forcément positives pour vous. Un grand nettoyage. Vous les laissez également glisser et partir dans la terre pour être transmutés en amour et en lumière. Vous allez pouvoir, maintenant que vous avez fait de la place à l'intérieur de vous-même, en libérant toutes ces choses dont vous n'aviez plus besoin, vous allez pouvoir vous recharger. Alors, vous laissez cette lumière dorée, chargée d'amour et d'énergie nouvelle, circuler dans tout votre corps, dans toutes les cellules qui en ont besoin, pour les régénérer en profondeur. Il y a des zones de votre corps qui ont besoin de soins, s'il y a des zones de votre corps qui sont douloureuses ou qui fonctionnent difficilement, vous pouvez plus précisément envoyer cette lumière dans ces parties de votre corps qui en ont besoin. Et vous sentez cette onde d'amour circuler, remettre en vibration toutes les parties du corps qui en ont besoin, se régénérer de l'intérieur. Et une fois que vous sentez que vous êtes en train de vous réenluminer, que vous êtes en train de gagner en niveau d'énergie, vous êtes en train de vous recharger et que vous avez suffisamment d'énergie en vous pour que ça circule librement et pleinement, vous pouvez choisir d'utiliser cette énergie en posant une intention. L'intention peut être tout simplement de bien vivre cette journée dans les meilleures conditions possibles, que cette énergie vous serve à ça. Mais ça peut également être de partager un peu de cette source lumineuse en mettant l'intention d'en partager, d'en envoyer à des personnes que vous aimez ou qui en ont besoin autour de vous. Et ça peut aussi également être d'envoyer de l'amour et de la lumière à toutes les parts d'âme qui peut-être en ont besoin. S'il y a des parts d'âme en vous qui ont eu besoin de se mettre en sûreté quelque part,
simplement leur envoyer l'intention que vous avez conscience qu'elles existent et que vous leur envoyez de l'amour et de la lumière. Je vous laisse mettre l'intention qui vous paraît juste à cet instant et de ressentir ce qui se passe dans cet échange d'énergie avec vous-même, avec quelqu'un d'autre ou avec des parts de vous-même. Ça peut aussi être une intention pour des ancêtres qui ont eu des vies difficiles. On leur envoie beaucoup d'amour et de lumière. Vous savez, cette phrase qui me vient, c'est « je te vois ». Je te vois, qui que tu sois, que ce soit une part de moi, que ce soit mon ancêtre, que ce soit une partie, une personne à l'extérieur de moi qui en a besoin. Je te vois. Et je te partage cette lumière et cet amour. C'est un peu comme une bénédiction. On dirige l'énergie de la source, on est canal et on dirige cette énergie vers ce qui en a besoin. Et quand vous sentirez que vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous allez pouvoir ressortir de cette cascade en mettant l'intention de continuer de bénéficier de cette énergie dans les heures qui viennent. Et peut-être mettre l'intention de revenir quand vous en aurez envie dans cet espace pour vous recharger, faire circuler l'énergie quand vous en aurez besoin. Alors vous allez quitter la cascade, revenir vers le centre du jardin et puis réemprunter ce bel escalier blanc qu'on a emprunté tout à l'heure pour remonter vers votre état de conscience ordinaire. Et je vais compter à mesure que vous allez remonter l'escalier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est 1. Vous êtes revenu dans la pièce où vous êtes, dans votre corps. Vous pouvez bouger les orteils, les mains. Inspirez profondément plusieurs fois pour être bien revenu en conscience dans votre corps. Vous étirez comme un chat. Les chats savent faire ça. Et revenir en ouvrant les yeux, en présence des personnes qui sont là avec nous. Et pourquoi pas venir mettre un petit message dans le chat quand vous sentez prêt pour dire un petit mot pour dire comment vous vous sentez, comment vous avez vécu ce petit moment. Comment c'est pour vous? Alors, comme je n'ai pas de caméra allumée, je ne sais pas où vous en êtes. J'ai ressenti des coups à plusieurs endroits du corps, ça m'arrive souvent. Peut-être le corps qui te dit qu'il a besoin de quelque chose à ces différents endroits-là, qui se manifestent à toi. Merci pour ce beau moment de bien-être. Je serais bien restée là-bas. Bah, l'avantage, Julie, c'est que c'est pas cher comme voyage.
et que tu peux le refaire à tout moment quand tu en ressens le besoin. Là, le petit partage que je vous ai fait dans le catalogue et que je vous ai remis dans le chat tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même visualisation, mais voilà, ce genre de visualisation guidée, vous pouvez la refaire à tout moment quand vous en avez envie. Soit vous le faites d'abord en écoutant la voix de la personne qui guide, et puis après, on se la fait à soi-même. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on se guide soi-même. On fait les racines, etc. On visualise l'escalier, on descend dans l'espace du jardin et on va vers la cascade. Donc, tu peux le refaire quand tu en as envie et y rester le temps que tu en as besoin, en fait. C'est ça qui est génial quand tu le fais à ton rythme, à toi. Je suis en paix. Je me sens légère, douceur. Tout était clair, léger, lumineux et joyeux. Un pur bonheur. Eh bien, écoutez, très bien, c'est chouette. Ça fait un petit ressourcement en milieu de journée avant de reprendre votre après-midi. Je te demanderai peut-être plus précisément en mentoring ce soir, mais dans le nettoyage, sous la cascade, j'ai trouvé 3 petits bouts d'âme de mon bébé perdu dans mon utérus. Je les ai déposés précieusement dans l'herbe. Ah, oui, ouais, il y a certainement quelque chose de joli à en faire, Joël. Oui, tout à fait. Avec grand plaisir de partager ça avec toi ce soir et de voir ensemble ce qu'on peut faire avec ça, parce que ça, c'est hyper chouette. J'ai eu beaucoup d'accompagnement. Évidemment, vous imaginez bien que la vie m'a envoyé énormément de parents avec des deuils d'enfants, que ce soit des bébés perdus pendant la grossesse ou des bébés perdus après accouchement, ou des enfants. Et il y a beaucoup de choses à faire de manière symbolique dans l'éther, mais aussi de manière incarnée dans des rituels ou des actes symboliques pour réussir à se libérer de ces traumas qui sont quand même très puissants et très ancrés en nous. C'est viscéral, hein, surtout quand on a porté l'enfant dans son corps. C'est quand même, on a fusionné hein, avec un autre être au niveau de l'énergie. Donc, il y a des belles choses à faire par rapport à ça. J'ai eu une stagiaire une fois que j'accompagnais dans la formation donc gardienne du bien-être, ma formation pour devenir thérapeute holistique. Et lors d'un stage en présentiel, lors d'un exercice de soins, elles étaient par deux en binôme, elles s'entraînaient. Il y a une réminiscence qui est revenue d'un IVG qu'elle avait vécu toute jeune. Et beaucoup d'émotions sont remontées à ce moment-là. Et à la suite de ça, on a fait le travail nécessaire, bien sûr. J'ai accompagné ma stagiaire dans le soin pour l'aider. Et après ça, je lui ai proposé un acte symbolique et elle a cousu, je lui ai donné ce qu'il fallait du tissu, elle a cousu un objet représentant ce bébé qu'elle avait dû avorter quand elle était toute jeune. Et on est allés tout ensemble dans la forêt, parce que donc, je le disais au tout début de la séance, j'habite en Ardèche, je suis sur 4 hectares de forêt, donc c'est un lieu privilégié et extraordinaire pour faire des rituels. Et on est allé dans la forêt et on a fait tout un rituel pour aller symboliquement enterrer son bébé dans la nature. Elle était soutenue, accompagnée par le groupe de thérapeutes qui étaient là en stage avec elle. Ça a été magnifique, ce vécu. Et ça a été hyper libérateur pour elle. Elle a pu se libérer de cette culpabilité, de ce bébé avec qui elle n'avait pas reconnecté ensuite au niveau vibratoire et énergétique. Elle a pu reconnecter avec l'âme de ce bébé. Ça a été magnifique à vivre. Faites-vous également le travail de libérer le corps de mauvaises âmes qui seraient fixées sur nous, qui prendraient toute notre énergie? Alors oui, bien sûr, je fais des soins énergétiques, hein, donc c'est des choses que je pratique. Mais moi, ce que j'aime bien dire aux personnes, c'est que je peux en séance retirer les entités, toutes ces choses qui peuvent nous polluer parfois. Mais ce qui est surtout hyper important, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que tu vibres plus bas en ce moment et qui fait que tu as pu attirer ces entités sur toi. Parce que quand on a une immunité, on va dire, énergétique suffisante, on ne va pas capter et attraper ces pollutions énergétiques et vibratoires. Donc moi, j'aime bien aussi surtout accompagner la personne derrière pour faire le tour dans sa vie de manière holistique et voir à quels endroits elle peut améliorer des choses pour que son taux vibratoire soit plus haut et qu'elle n'attrape plus tout ça. Parce que sinon, c'est un peu comme quand tu as un rhume. Si tu es en pleine forme et que tu vas bien, tu vas côtoyer les virus autour de toi des gens, mais tu ne vas pas choper ton rhume. Si tu chopes le rhume de quelqu'un, c'est parce que ton état immunitaire est trop bas et que du coup, tu as développé le virus, quoi. Et donc, du coup, ce qu'on fait quand c'est comme ça, sur le plan physique, c'est qu'on va prendre, je sais pas, de la propolis, l'échinacea, des choses qui vont faire remonter notre taux immunitaire. On va
modifier notre alimentation pour faire en sorte de ne plus attraper de rhume. C'est un peu pareil sur le plan énergétique et vibratoire. Si ton taux vibratoire est trop bas, c'est qu'il y a quelque chose à modifier dans ton fonctionnement, dans ta vie, ou bien plus d'exercices à faire pour faire monter ton taux vibratoire et ton énergie, pour que tu sois suffisamment haute en vibration et que tu ne chopes pas les entités. Parce que tout ce qui vient s'accrocher sur nous au niveau vibratoire, ce sont des choses qui vibrent en basse fréquence. Donc, si tu vibres haut, ça ne peut pas venir s'accrocher sur toi. Donc, bien sûr, je peux nettoyer et libérer les entités qui sont sur quelqu'un, mais surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est de travailler le problème de fond pour que ça ne t'arrive plus, parce que sinon, dans les jours qui suivent, tu vas ressortir de chez toi, retourner dans un magasin, une grande surface, tu vas aller, je sais pas, dans une gare où il y a plein de choses énergétiques qui traînent et tu vas te rechoper des trucs aussi secs derrière si on n'a pas trouvé à modifier ce qui fait que tu as attrapé ces choses-là, quoi. Ces rituels sont très importants. Nous avons aussi fait ça pour notre bébé. Ouais, il y a souvent des choses à faire, notamment pour les bébés. Parce que comme souvent, c'est des mémoires traumatisantes, les parents, ce qui est humain, pour s'en sortir, mettent de côté un petit peu les âmes de ces petits bébés-là. Et ça fait des âmes qui sont oubliées de l'arbre et de la famille. Donc, bien souvent, on a besoin de les remettre en lumière, de leur renvoyer de l'amour, de l'énergie, symboliquement de les refaire faire partie du clan familial dont ils ont été exclus. C'est hyper important parce que du coup, ça libère plein de choses. Et ça libère notamment aussi les descendants. Parce que quand il y a eu des bébés qui ont été oubliés dans les arbres, souvent, il y a un descendant derrière qui se ramasse la mémoire de ce bébé ou qui a quelque chose dans sa vie qui bloque en lien avec la mémoire de ce bébé. Donc, il faut vraiment remettre en lumière aussi nos ancêtres. Merci beaucoup. Ce serait aussi lié aux visites lors de mes communications animales. J'ai eu un humain la dernière fois sans savoir quoi en faire. Surprise et mal à l'aise pour l'animal venu me visiter. Eh bien, ouais, de toute façon, dès qu'on fait un travail énergétique et qu'on commence à faire des voyages et qu'on sort de notre corps, on a effectivement intérêt à travailler l'ancrage, à travailler les protections autour de nous. Et la meilleure des protections, en tout cas pour moi dans ma pratique, c'est de faire monter notre taux vibratoire le plus haut possible avant de quitter notre corps et d'aller faire notre voyage. Parce que quand on vibre bien haut, on a moins de chances de redescendre avec des trucs qui se sont accrochés à nous. C'est pour ça qu'avant de vous faire le petit travail de visualisation qu'on a fait ensemble tout à l'heure, j'ai commencé par vous faire vous ancrer, vous faire vous relier, vous faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous pour faire monter votre taux vibratoire. Parce que pour moi, c'est la meilleure des protections avant de faire quel que soit le voyage éthéré qu'on veut faire et quelle que soit la raison du voyage. Si c'est juste pour aller méditer, se recharger, ou si c'est pour aller faire un travail, que ce soit de la communication animale, que ce soit des lectures d'âme. Moi, je pratique les lectures d'âme, donc je fais beaucoup de voyages pour aller rechercher des informations pour les gens que j'accompagne. Je fais toujours ce travail préparatoire avant de partir en état de conscience modifié pour justement ne pas redescendre en me ramassant tous les résidus énergétiques qui traînent dans les différents espaces dans lesquels je voyage, quoi. Ok, merci beaucoup. L'ancrage avant tout, que je mets en place via méditation, pourtant avant mes communications. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres explications, Géraldine, comme je ne connais pas ton parcours, parce que parfois, ça peut venir rebondir sur des choses qu'on a à travailler soi-même aussi. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'accroche à toi, qu'est-ce que c'est exactement comme type d'énergie et qu'est-ce que ça vient dire. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'échappe et que tu ne sais pas pour le moment, mais qui explique ça, tu vois? Donc, il faudrait décortiquer un petit peu plus précisément. Absolument, on a pris un temps d'accueil pour cette petite fille. Pendant la période de Noël, nous étions tous réunis et on a fêté ensemble. Puis, on a réalisé un rituel d'adieu. Magnifique. Ah, quand on vit les choses en conscience et qu'on arrive à mettre en place tout ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai aussi fait un super joli travail avec une de mes clientes qui avait vécu un déni de grossesse quand elle avait 17 ans. Elle a accouché de sa fille à 8 mois et demi de grossesse et elle a découvert qu'elle était enceinte 15 jours avant d'accoucher. Donc, ça a été extrêmement traumatisant pour elle, bien sûr, puisqu'elle n'a pas eu le temps de se préparer à l'arrivée de cet enfant. Tout le processus psychique qui se fait pendant la grossesse, il a une raison d'être. Donc, quand on est en déni de grossesse et qu'on a à peine 15 jours à se préparer dans notre tête, c'est violent. Et surtout, là, cette cliente venait me voir, sa petite avait 9 ans. Et lors d'un travail, elle me parle de ce déni de grossesse et elle se met à pleurer en me disant
je regrette parce qu'en fait, je n'ai pas du tout été consciente de la présence de ma fille pendant la grossesse. Je n'ai pas été reliée à elle, je ne lui ai pas parlé. C'est comme si je l'avais ignorée pendant toute la grossesse et maintenant, je culpabilise d'avoir vécu ça. Et du coup, je lui ai dit que, ben, bien sûr, que c'était l'histoire, que c'était écrit comme ça, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, mais qu'on pouvait toujours réparer. Et je lui ai proposé un acte symbolique magnifique à faire avec sa fille de 9 ans, parce que sa fille avait 9 ans, elle était quand même grande, elle était capable de comprendre et d'entendre certaines choses. Et donc, elles ont mis en place toutes les deux de faire un petit rituel pendant les 9 mois qui ont suivi, ensemble, un rituel du premier mois, un rituel du deuxième mois, un rituel du troisième mois. Et elles ont revécu symboliquement ensemble cette grossesse par des rituels symboliques qu'elles ont fait ensemble chaque mois. Et ça a été magnifique et très réparateur pour la maman, bien sûr, mais pour la petite fille aussi. Parce qu'on a reconnu, son âme a été reconnue dans le fait qu'elle avait été niée pendant 8 mois de grossesse dans le ventre de sa maman. Parce que ça aussi, ça laisse des traces, forcément. Hein. Tout laisse des traces dans tous nos corps, en fait. Un rendez-vous s'impose prochainement. Merci à vous. Avec plaisir. Eh bien, est-ce que vous avez encore quelques questions ou quelques partages à faire ou bien est-ce qu'on va se quitter? Il nous reste encore un peu de temps si besoin, mais si vous n'avez plus rien d'autre à partager ou à dire, on n'est pas non plus obligé de faire durer les prolongations s'il n'y a plus rien à se dire. Merci, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Et d'avoir. Oui, alors je n'ai pas pu vous mettre le dernier lien dans le chat parce que je n'ai pas réussi à retrouver le lien dans mes documents en ligne. Mais si ça vous intéresse, sachez que je donne 3 soirées gratuites le 20, 21 et 22 janvier sur le thème de devenir thérapeute, donc du devenir thérapeute. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, m'envoyer un petit mail en me disant « je suis intéressée » et je vous enverrai le lien pour vous inscrire à ces 3 soirées qui vont être super intéressantes, super chouettes, où je vais partager le comment devenir thérapeute d'une manière qui vous permette de vraiment vous sentir légitime et d'oser passer à l'action parce que moi, j'accompagne beaucoup de thérapeutes qui ont déjà fait plus ou moins plusieurs formations, mais qui n'arrivent pas à se lancer, à exercer ou à se sentir légitime. Et ça me tient à cœur, du coup, de guider au mieux les personnes pour qu'elles puissent vraiment exercer leur mission ou ce pourquoi elles se sont incarnées sur Terre. C'est dommage quand même de rester dans un coin parce qu'on a des blocages qui nous empêchent de se lancer. Donc voilà, en tout cas, pour celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai le lien pour vous inscrire à ces 3 soirées que j'offre bientôt au mois de janvier. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée lumineuse. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, il y a un beau rayon de soleil là, malgré quelques nuages. Et je vous dis peut-être à bientôt ce soir, s'il y en a qui sont là au mentoring, et sinon peut-être dans d'autres espaces et d'autres temps. À bientôt. Au revoir.